Bienvenue sur DMG TV, des histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et de partager. Et j'aimerais vraiment que à chaque histoire, si c'est que tu as retenu quelque chose, tu me le signales en commentaire, genre, dans l'histoire 1, je remarque que, dans l'histoire 2, je remarque que. Surtout, dites-moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo, si c'est au Cameroun, si c'est hors du pays, dans quel pays exactement. Comme ça, on va voir la portée de la page. Tous les jours, on poste une vidéo qui contient plusieurs histoires à 12h00 sur YouTube. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Et le but est de sensibiliser. Donc, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de partager et de vous abonner à la page. Bonsoir à tous, bonsoir DMG. Moi, j'aimerais raconter mon histoire. Ça m'est arrivé il y a quelques années. J'avais à l'époque 20 ans et ma mère, c'était une femme qui aimait l'argent. Elle était prête à tout pour de l'argent. Je suis antillaise, je suis de la Guadeloupe. Et voilà, ma mère, un jour, elle a, si vous voulez, elle m'a fiancée de force avec un homme parce que, sous prétexte qu'il avait beaucoup d'argent. Voilà. C'est-à-dire qu'elle demandait, il donnait sans retenue, sans rien. Et à contrepartie, voilà, il a dit, en fait, oui, moi, je te donne tout ce que tu veux, mais je veux ta dernière fille. Je veux que ta dernière fille soit ma femme. Okay. Donc, ma mère, sans réfléchir, elle a accepté le deal. Et un beau jour comme ça, elle me dit non, tu vas vivre avec le monsieur, etc. Bon, j'étais pas pour, hein, j'étais pas pour. Mais voilà, j'étais obligée, je suis partie. J'ai fait au plus un mois chez ce monsieur. Pourquoi j'ai fait un mois? Parce que au début, c'était cool. Il m'a pris comme un bébé, il a pris soin de moi, m'a acheté des habits, changé tous les meubles de sa maison pour que je sois à l'aise et tout. Mais malheureusement pour moi, dire un jour, voilà, on est parti au lit. Et dans la nuit, hein, vers les 2-3 heures du matin, je sens que le lit, ça bouge, ça tremble en fait. Bon, ça me réveille, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Mais je cherche pas à voir ou à chercher à savoir. Enfin, je dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est un tremblement de terre ou quoi? Mais bon, comme ça s'est calmé, quand j'ai ouvert les yeux, ça s'est calmé. J'ai dit, bon, j'ai pris mon drap et puis, tu vois, voilà, j'ai remis sur moi et voilà, je me suis recouchée. Et encore quelques minutes après, quand je commence encore à dormir, entrer dans mon sommeil, là, ça recommence à bouger. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je parle en créole puisque je suis de la Guadeloupe. Je dis, mais c'est qui bitin ça? Mais qu'est-ce qui a passé ici, là? Qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Et je tremble même quand je raconte cette histoire à chaque fois. Et en fait, il y a quelque chose qui me dit de me retourner parce que j'étais couchée avec le monsieur, mais je lui faisais dos, tu vois. Donc, quelque chose me dit de me retourner, de le regarder pour lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vous assure que quand je me retourne comme ça et je regarde le monsieur, sous la vie de mes enfants, sous la vie de ma mère, le monsieur était en train de se transformer en chien. La vie de Wam. Yeah. Oui, il avait vous voyez la gueule du chien qui commençait à pousser, les oreilles pointues et tout. Ben, j'ai bondi du lit, j'ai quitté le lit, et puis le monsieur me dit subitement, non, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois, viens, reviens au lit. J'ai dit, quoi? C'est pas ce que je crois que quoi? Qu'est-ce que tu sais que j'ai vu ici? Pourquoi tu me dis que c'est pas ce que je crois? C'est pas normal, en fait. Il me dit, viens, ma chérie, viens te coucher, il y a rien. Pourquoi t'as peur? Faut pas avoir peur, viens. C'est rien. Donc, le monsieur, bon, on a couru un petit peu dans la maison parce qu'il voulait me toucher, en fait. Et moi, j'ai dit non. Et voilà, le jour s'est levé, en fait. Et il est parti tranquillement au travail. Et c'est comme ça que moi-même, dès qu'il est parti, je suis partie. Vous voyez? Je suis partie. Non, mais attends, Pantera, le monsieur, il se transformait physiquement bien dans un reste. Tu rêvais bien. Non, physiquement, oui. Il se transformait en chien.
C'est pas un rêve, Ah. c'est pas quelque chose que j'ai... Non, non. Physiquement, le monsieur était en train de se transformer en chien. Il avait les yeux rouges. Et puis, vous voyez la gueule du chien, non? Je sais pas comment on appelle, museau ou quoi. La gueule du chien qui se poussait devant. Les oreilles étaient déjà pointues comme les oreilles d'un chien et tout. Donc, c'est les manifestations, non? Qui faisaient qu'il tremblait, que ça se transformait. Le lit tremblait. Et puis voilà, que le lit tremblait en fait. Donc du coup, quand il est parti au travail, moi-même aussi, je suis partie derrière lui. Il est parti j'ai dit ça à ma patronne. Et ma patronne, mon Dieu, je tremble. Ma patronne, elle m'a dit que non, viens, je vais t'emmener quelque part, comme ça on va te laver et autres, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pu te faire et tout. Et ce monsieur, il est parti voir deux marabouts, d'accord, pour me faire du mal, pour que je revienne, je retourne avec lui. Et chance pour moi, je sais pas, les deux marabouts, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ma fille, franchement, il y a tel monsieur qui est venu me voir pour que je travaille sur toi, pour que tu retournes à la maison, mais ta lumière est tellement forte que je ne peux pas te faire du mal. Je ne peux pas te faire du mal, mais fais attention à toi parce que tu as une étoile qui brille tellement fort, fais attention à toi. Je ne peux que allumer une bougie pour que ça continue d'éclairer ta vie, en fait. Donc, c'est pour dire aux mamans, c'est vrai que parfois, il y a la misère, on ne sait pas où donner de la tête, mais c'est pas pour autant qu'il faut vendre nos enfants à cause de l'argent. Voilà, à cause de l'argent, c'est pas bien, en fait. C'est pas bien du tout. Voilà, je vous raconte l'histoire, je tremble de mille feux. Donc voilà, c'était... Mais après ça, est-ce que vous avez continué avec le monsieur? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, je suis partie, c'est bon. Hein. C'est pas... Ah non. Mais physiquement, il était en train, je vous jure, il était en train de se transformer en chien. Mais après, tu vois encore le monsieur, ou bien il n'est plus là, il est parti, ou bien c'est comment? Ben, écoutez, bon, vu que je suis en France aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, en fait. Je sais pas, peut-être qu'il est décédé parce qu'il était vraiment plus âgé que moi. Je crois de 40 ans, il y avait 40 ans d'écart entre nous. Hein? Oui. C'est pas une fausse histoire. Ça, c'est le viol. 40 ans d'écart, comment? Mais ta maman aussi, c'est la vérité. C'est pas facile, hein? Voilà. Donc ça, c'est une histoire qui m'est arrivée et j'ai plein d'autres histoires, mais je vais quand même descendre pour laisser d'autres personnes monter et après raconter d'autres histoires, d'accord? Voilà, merci à tous. Vraiment, merci beaucoup. Ça, mais le dehors, si là, on est mis dehors ensemble ou bien c'est que vous avez un dehors particulier où vous gérez ça. C'est terrible, hein? Le conseil qu'elle a donné, c'est vraiment important. Les mamans, s'il vous plaît, l'argent, c'est pas tout dans la vie. Comment tu peux envoyer ta fille, si c'est que le monsieur avait 40, s'il y a 40 ans d'écart, ça veut dire que s'il avait 50 ans, c'est qu'elle avait 10 ans. Mais, comment, calmez-vous un peu les mamans, c'est comment? Mr. Dabla, comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur Martin. Ok, je suis content. Déjà, c'est premièrement pour confirmer l'histoire dont vous êtes en train de dire, l'histoire des animaux, que quelqu'un part en brousse, il chasse et puis tire sur quelque chose. Même ici, chez nous, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Toujours dans ma petite ville que tu connais. Il y a un monsieur ici d'un village dont il traverse la mer, il vient sur notre île. On lui dit que ne viens pas ici pour aller chasser. Et lui ne chassait pas de manière naturelle. Lui chassait avec les écorces. Donc le monsieur il avait cette habitude-là. Quand il part en brousse avec son arme, il se déshabille complètement. Il part se placer sous un arbre en particulier. Il commence à faire les incantations en patois. Et puis il tire dans l'arbre. Quand il tire dans l'arbre comme ça, il appelle le nom d'un animal. L'animal tombe. Il tire, l'animal tombe. Le monsieur, il plaçait souvent aussi les pièges. Donc, un beau jour comme ça, il part en brousse, il a déjà fait ses incantations, il s'est déjà déshabillé, il fait ses choses en brousse. Quand il arrive en pleine brousse, au milieu de la brousse là,
Dans tous ces pièges où il arrivait, qu'est-ce qu'il trouvait? Le poisson frais, un poisson frais qui bouge encore. Donc le poisson qui était encore en train de danser là, comme si on vient de pêcher, on a mis dans son piège. Il a vu comme ça, premier piège, deuxième piège, troisième piège. Quand il est sorti de la brousse comme ça en criant que wow, il ne sait pas ce qui est en train de se passer, on est parti lui dire que mon frère, on ne veut pas de toi dans notre village ici. Prends tes clics et tes claques et tu te casses. C'est comme ça le monsieur, il est parti. On ne l'a plus jamais revu. Donc, juste pour confirmer que ces histoires de transformation dans la brousse et tout ça, c'est réel. Nous sommes les Africains et ceux-là qui parfois disent qu'ils ne croient pas en ces choses-là, il faut les avoir vus pour y croire. Je ne vais pas monopoliser la ligne ce soir. J'aurai une histoire plus tard ou un autre jour à vous raconter. Au moins, c'est de 10 à 15 minutes. Tu étais même très bref. Est-ce que tu as monopolisé à répondre à quel moment de la journée? Tu peux raconter notre histoire si tu as besoin. Bonsoir, comment tu vas? Sarah, bonsoir. Ça va, ça va. Je vais vous raconter l'histoire de mon oncle, quoi. Le grand frère de ma maman, qui il est chasseur et il est pêcheur aussi. L'histoire, c'est quoi? En fait, dans notre village, vraiment, je suis du sud du Cameroun, je suis de l'océan. Dans notre village, c'est que, bref, quand il y a des au village, personne ne doit partir en forêt. Lorsqu'il y a des au village, personne n'entre en forêt. Mais vu que mon oncle là, il partait, c'est un chasseur et c'est un pêcheur. Et chez nous là-bas, on fait la pêche dans la nuit. Tu peux passer toute la nuit en forêt, au lendemain tu peux rentrer sans problème. Mais le souci était quoi? Il y avait un grand-père qui était malade au village. Mon oncle là connaissait que le grand-père était malade. Mais on ne connaissait pas vraiment, son état n'était pas encore tellement critique en tant que tel, comme il voulait rendre l'âme, non. Il est parti en brousse avec son petit frère. Mes deux oncles sont partis en brousse, en forêt, pour aller pêcher. Ils étaient partis un samedi pour aller pêcher, pour rentrer le poisson dimanche matin pour aller vendre. Il y a un qui sortent de l'église là. Et aux environs de minuit, parce qu'à l'époque là c'était le tam-tam. Quand quelqu'un mourait au village, comme il n'y a pas de téléphone, c'était en 2000. Il n'y a pas de téléphone, tapez au tam-tam pour que vous réveillez, pour signaler qu'il y a des au village, quelqu'un vient de Angolam, il y a un patriarche qui vient de Angolam. Étant en forêt, mes oncles là ont compris le son du tam-tam qui résonnait du village. Ils se sont regardés que mais voilà le son du deuil, qui sont en train de signaler un deuil, mais qui est resté mourant au village. Étant donné qu'on a laissé le jeu là, il était encore vraiment, il parlait normalement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques minutes après, il voit, lorsque tu tends les hameçons, les cannes à pêche, ils se retrouvent au bord de la rivière. Ils allument leur feu, ils commencent à faire les petits trucs à manger là. Quand l'aîné, le grand frère de ma maman, quand il lance les yeux vers la rivière en haut, il voit comment il y a une lumière qui est en train de flotter au-dessus de l'eau. En venant vers eux, il tapote son petit frère, regarde ce qui se passe là-bas en haut. Au fur et à mesure, la lumière ne fait qu'avancer vers eux. Et après, il se rend compte que c'est la lumière des bougies. Il y avait 4 bougies qui étaient en forme d'un rectangle. En forme d'un cercle, non. Quand ils se sont arrêtés, ils se sont serrés les bras. Regarde, ici là, non. Ce qui va arriver. La lumière là
flottait au-dessus de la rivière, au-dessus de l'eau. Il voit comment un cercueil est en train de flotter au-dessus de l'eau. Ça les a traversés. C'est passé devant d'eux. Il y avait une voix qui sortait. Moi voici qui paie, sans soutien, moi voici qui paie, quitte-moi voici qui paie. La voix d'une personne, mais le cercueil est en train de flotter au-dessus de l'eau comme une babouche, non? Comme une babouche au-dessus de l'eau. Qui flottait, avait une voix qui venait derrière. Moi voici qui paie, moi voici qui paie, moi voici qui paie. Et il était, parce que quand il racontait ça, que c'était quand il regarde la montre, il était 1h. Après la voix, après la chanson là, il comprend dans l'eau comme quelqu'un marchait dans l'eau, tchungoum, 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 tchungoum. La fesse là. Ce n'est plus amusement. Il commence à réfléchir. Est-ce qu'on va rentrer maintenant ou bien attendre le petit matin? Il faut partir le matin. Il commence à se poser des questions. Et entre temps, le son du tam-tam est en train de résonner au village. Parce que même mon grand-père s'était levé le jour là, la nuit là, pour aller au lieu du deuil avec certains des patriarches du village là. Mes oncles là ils sont encore en forêt, ils comprennent comment le son est en train de passer. Mais qui tape. En fait, et là-bas, ce sont les initiés qui frappent le tam-tam là pour signaler le son qu'il y a un deuil, il y a quelqu'un qui vient de rendre l'âme. Le matin, on s'apprête pour aller à l'église. Subitement, on les voit arriver en train de transpirer. Mais comment vous transpirez le grand matin comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes seulement en train de courir. Ils disent non, ce qu'ils ont vu là-bas en brousse, ce n'est même pas expliqué aux gens. Quand leur père les demande que vous avez vu quoi en brousse, il dit que étant en brousse, on a suivi le bruit le son du tam-tam ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que le papa, je ne sais pas si je peux citer son nom, non. On dit le grand-père là a rendu l'âme hier. On dit merde. Il dit merde. Donc c'est lui qui nous a dérangé là-bas toute la nuit. Ils n'ont même pas pu pêcher grand chose. Quand le père les demande, que il vous a dérangé comment? Il commence à raconter maintenant toute l'histoire après ça va faire 2 visites de pêche. Il s'est préparé pour aller faire la 3e visite aux environs de minuit. 1h. Il voit comment un cercueil est en train de flotter au-dessus de l'eau avec 4 bougies. Chaque bougie était placée à l'extrémité du cercueil. Et quand leur père les rassure que oui, effectivement, que son ami là, le père qui est mort là, avant de mourir, pendant sa jeunesse, il a acheté un cercueil. Il l'a mis dans sa chambre, que lorsqu'il va mourir, on lui met directement dans son cercueil, on l'enterre. Il n'y a pas question qu'on amène son corps en ville pour mettre à la morgue, il n'y a rien. Dès qu'il rend l'âme là, l'année qu'il va mourir, on retire son cercueil dans sa chambre, on le met directement dedans et on lui enterre. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'un gouverneur. Je ne vais pas donner son nom. Merci. On va l'appeler Papa A. Papa A, c'était un homme très puissant. Il était très puissant. Il a gouverné notre petit village là pendant près de 12 ans. On va l'appeler A comme Azer. Voilà. On va même dire Azerti comme le clavier pour embrouiller ce qu'il veut chercher. Donc Papa A, c'était un papa très puissant, grand de taille. Il pouvait avoir dans les 70 ans quand moi je l'ai connu. Donc qu'est-ce qui se passe avec Papa A? Papa A lui tirait son pouvoir des petites filles, des petits enfants. Il avait un groupe de 4 jeunes qu'il envoyait toujours en ville que non, allez me chercher les petites filles. Et toujours quand les gars revenaient de la ville, ils revenaient avec les belles filles. On les logeait toujours dans l'hôtel de ma mère, vu que ma mère elle a un hôtel. Donc qu'est-ce qui se passe? Papa A lui ne venait jamais en journée. Hein? Papa A il venait toujours à partir de 1h, 2h. Quand il arrive comme ça, il fait ce qu'il a fait avec les petites filles.
et puis il repart sa chose. Quelque temps plus tard, on entend toujours que non, les filles, elles ont fait des accidents, elles sont mortes de maladie, ceci s'est passé. Et comme le papa, lui, n'était pas de ce village-là, non? Ce sont les gens, je vais dire toujours comme ça, ils ont traversé la mer pour venir gouverner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens commençaient déjà à se fatiguer de lui, de ce qu'il faisait, et on a commencé à se plaindre. Les gens commençaient à se plaindre, à l'envoyer les messages. Mais comme aussi c'est un homme mystiquement très fort. Un jour comme ça, il est en train de recevoir une délégation des Chinois qui sont venus pour faire je ne sais pas trop quoi. C'est comme si tu as un appel qui t'a été... C'est comme s'il t'appelle, hein? Oui, bon. Ne me dis pas pardon, parce que le papa, il est mort. Il est même mort mystiquement à la fin. Oui, c'est vrai, j'ai un appel en arrière-plan. Bref, le papa, quand il est en train de recevoir les Chinois comme ça, il entend un bruit dans sa chambre. Je ne peux pas interpréter le bruit. Il se lève, il dit à son enfant, va regarder ce qui est en train de se passer dans la chambre comme ça. Son enfant reçoit en courant, il parlait le fang. Hein? Ils sont en courant. Le papa lui-même maintenant, il se lève. Il entre dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il peut trouver dans sa chambre? Un antilope vivant, coincé entre son lit et l'armoire. Le papa dit que vous n'allez pas m'effrayer. Vous pensez que quoi? Il a tué l'antilope, il l'a mis dans son frigo. Quelques jours plus tard, il a mangé. Ça ne suffisait pas. Un autre jour, il est toujours comme ça chez lui. On entend toujours le bruit dans sa chambre. Cette fois-ci, quand ils entrent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Un costaud serpent bois. DMG, on ne m'a pas raconté l'autre là-haut. C'était derrière ma maison. Derrière ma maison. Donc, quand il a tué encore le serpent comme ça, il met toujours dans son frigo. Quand il a mis dans le frigo comme ça, moi, j'ai dit à ses enfants que je veux voir. Parce qu'on disait, je ne croyais pas. Papa, quand j'entre dans la maison du monsieur, le monsieur n'était pas là, il était en campagne, je ne sais pas trop quoi. Je pars, je vois, c'était une bête énorme. C'était une bête énorme. Le papa, jusque-là, il n'a pas laissé. Comme la sorcellerie de chez nous ici, là, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que les gens commençaient encore à l'envoyer? Le poisson frais dans sa chambre. Quand il sort comme ça de se laver, il trouvait sur son lit le poisson frais. Et tout pour lui, c'était que non, moi je vais manger, je veux voir ce que vous allez me faire, je veux voir ce que vous allez me faire. À la fin, on a enlevé le papa A de mon village, on l'a envoyé dans un autre village. Le village où on l'envoie là-bas, il voulait plus de pouvoir. Il contacte donc un monsieur malien. Le monsieur malien, lui, il tapait les papins, sa chose. Le papa A lui a passé une commande spéciale. Un beau jour, le gars est comme ça. Il y a un petit garçon qui vendait le crédit en route là, le call box. Il dit au petit garçon, petit, viens me donner le crédit. Et puis tu vas passer chercher l'argent à la maison tout à l'heure vers les 15h, 16h. Effectivement, plus tard, le garçon part chez le malien. Il cogne la porte. Coco, grand, c'est comment? Tu ne veux plus me donner mon argent du crédit là? Le monsieur lui dit non, entre, va prendre, c'est là-bas posé sur la table. Quand le garçon entre, il sort une machette, il a découpé le petit garçon en petits morceaux. Yeah. Dès qu'il finit de découper le petit garçon comme ça, il dépose la machette, il appelle la police. Le malien lui-même qui a tué l'enfant, hein, il appelle la police arrive. On lui dit que qu'est-ce qui s'est passé, le gars dit seulement que j'ai fait mon travail. Okay. On lui dit que explique-nous alors quel est ton travail. Et ce qui est bizarre, c'est que le petit garçon n'était toujours pas mort, il respirait mais à peine. Quelques minutes plus tard, bam, c'est comme ça papa A entre dans la maison. Dès que papa entre à la maison comme ça, il vient constater aussi les faits, toujours en tant que le gouverneur de la province. Dès que le petit garçon a vu le papa A, c'est comme ça son rythme cardiaque s'est accéléré et bam, il a rendu l'âme.
C'est comme ça maintenant, quand le Malien, il arrive, maman, por favor, aguántale, no, porfa, porfa. C'est comme ça, donc, quand il constate tout ça, on amène le Malien à la police et tout ça. Il part, il commence à expliquer là-bas qu'on lui a passé la commande, on lui a donné 9 millions pour qu'il réalise ce qu'il a fait. Il dit que non, on m'a donné 9 millions pour que je fasse ce que j'ai fait, sincèrement. Quand il dit comme ça, il appelle aussi un policier, il dit au policier, vraiment, hein, moi, je n'ai pas de problème. Voilà, j'ai 9 millions. Je te donne 4 millions, tu me fais sortir d'ici et je disparais, on ne me voit plus. Effectivement, le lendemain, le Malien, il a disparu de la prison. Plus tard maintenant, c'est comme ça on entend les rumeurs qui commencent à sortir que non, c'est le papa A, que le petit garçon qu'on a, que le Malien a découpé. C'est papa A qui a passé la commande chez le Malien, passé les périodes électorales, excuse mon français, tu sais, je ne suis pas francophone. Donc la période électorale avait déjà commencé, donc le monsieur, il cherchait comment se faire élire avec le plus de voix possible. Apparemment, c'est ça qu'on lui avait demandé dans son cercle, truc là. Apparemment, le petit aussi maintenant, il était tellement bien préparé parce que sa maman aussi, elle ne dormait pas. Que non, on a pris mon fils pour faire ceci, cela. Non, 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 moi aussi, je vais montrer la maman, elle a marché spirituellement. Elle a marché. Et c'est comme ça, un beau jour, on arrive, on nous dit que papa A est décédé. Comment est-ce que papa A est décédé? Il a commencé à crier seul dans sa chambre. Que non, ce n'est pas moi qui t'a tué, ce n'est pas moi qui t'a tué. Ceci, cela a commencé à beaucoup parler. Et puis on est venu le trouver comme étranglé, avec le sang qui sortait de la bouche, du nez, des yeux et tout ça. Papa A, c'est comme ça, il est décédé. Et depuis qu'il est décédé, les choses là n'ont pas cessé, non? Mais ce n'était plus de cette intensité parce que quand papa A, il était en vie, on retrouvait les enfants sans yeux, sans sexe et tout ça, constamment dans la ville. Constamment. J'avais une amie qui travaillait à la morgue dans un hôpital. Constamment, vu que elle et moi, on avait une petite relation, genre, elle m'amenait souvent, je partais me balader à l'hôpital, on entre comme ça, elle fait seulement sortir les casiers, elle me montre. Ceci, elle ressort, elle fait. Donc, ça faisait même peur, tu ne pouvais plus te balader dans la vie parce que tu avais peur que non. Papa A, s'il t'attrape, et même si c'est que c'est pas lui, tu vas finir dans son plat. Attends, de la moralité de l'histoire. Tu sors avec une fille après, vous partez voir les corps. C'est quelle relation? Je ne te suis pas bien, oh. Comme mais tu me suis pas bien, je me suis là maintenant. Là, je ne te suis pas du tout, vraiment. Ah, sûrement comme tu as aussi. Je vais descendre. Ok. Je vais descendre, je coupe. Peut-être c'est mon son qui dérange, je ne sais pas, mais je n'entends pas ce que tu dis là. Oui. Mais plus ou moins, c'était ça l'histoire. Il y a encore plusieurs histoires comme ça, des grands-mères qui se transforment et tout ça. Je vais vous raconter. On est ensemble. Yeah, d'accord. Attends, reste avec les commentaires. Coupe-moi. Fais-moi des... C'est comme si l'appel que tu as reçu. L'appel que tu as reçu a sûrement chamboulé ton micro. C'est intéressant. Non. C'est intéressant. L'appel, vous le savez, c'est quelqu'un qui me suit quand même depuis. On est ensemble depuis que j'ai commencé ma page TikTok. Donc, il connaît quand même le parcours que j'ai fait sur TikTok. C'est intéressant. Je sais pas. Reste dans les commentaires, ne pas par ta manière dont tu racontes l'histoire, ça donne vraiment envie d'écouter. Mais je demandais, tu sors avec une fille, elle est à l'hôpital, vous partez voir les corps, c'est quoi le projet? C'est toujours un fantasme, mais c'est bon. Sinon, merci beaucoup pour l'histoire, monsieur Mathieu. C'est le monsieur là qui nous dérangeait toute la nuit.
On dit oui. Tellement qu'on vous parle que vous ne faites pas ceci, mais comme vous voulez vous avant d'accepter. Le père a dit que moi je ne pourrais rien faire. Vous avez vu, on vous a demandé lorsqu'il y a des... On dit non, c'est vrai, mais il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Il n'avait pas encore rendu là. Nous sommes partis en brousse là-bas non, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, on vend nos poissons, chacun a des problèmes, les petits besoins d'argent. Ah ok, ça va. S'il ne vous a pas fait du mal, il voulait juste signaler sa présence là, que non. Et peut-être il faut libérer les lieux, il faut peut-être arrêter. Et lorsque prochainement, apprenez à écouter vos aînés, vos parents. Quand vous parlez, parce qu'il y a tous les gens que quand on leur dit quelque chose, ils veulent le voir avant d'accepter. Dans mon village, c'est catégorique. Même si c'est un nouveau-né qui est décédé, personne n'entre en brousse. Personne. Parce que plusieurs des maisons qu'on a vues, même le chasseur là, ce n'était pas la première fois. Il partait en brousse le jour que il y a peut-être deux au village. Comme lui, c'est un chasseur, il sait que non. Pendant le dé, il y a les étrangers qui viennent, ils veulent les viandes de brousse, ils veulent les ceci. Une fois les partir en brousse, arrivé à brousse là-bas, il voit un gibier. Quand il charge l'arme comme ça pour viser, il voit la girafe devant lui. Il voit quoi? La girafe. Ce n'est plus le lièvre, parce qu'il est torche, il voit le lièvre. Mais quand il charge son arme pour tirer, c'est maintenant la girafe devant lui. Et il se dit peut-être qu'il a les illusions. Il repousse encore son arme, il voit la panthère. Là, il avait un totem qui prenait les formes des animaux devant lui, qui se transformait. Et ça prenait les formes des animaux qui n'existaient même plus dans nos forêts là-bas. Après un temps, il voit... comment on appelle ça? C'est qu'il y a les crêpes, le zèbre. Le zèbre? C'est qu'il y a les crêpes blancs celui-là. Le zèbre? Oui, le zèbre, en brousse. Oui. Il s'est posé la question que, mais c'est quoi ça? Il y a les animaux, ça prenait les formes des animaux qui ne sont même plus dans nos forêts. Les gorilles, il n'y a plus ça là-bas. Après un temps, il voit un petit singe qui parlait. Tu me tues pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tu me tues pourquoi? Je suis juste en train de vous dire au revoir. Tu me tues pourquoi? C'est depuis le jour là qu'il a arrêté la chasse. Mon oncle là. Depuis le jour là, parce qu'il il avait un gros cœur, il avait le cœur de l'argent. Même son père lui a dit, mon grand-père lui a dit que nous, comme apprends à écouter les gens, quand vous dites nous, quel qu'en soit ce qu'il y a, laisse d'abord ton affaire d'argent là. En vous parlant, on vous dit non, je m'écrise, mais lui, il a arrêté la chasse seul. Les maintenant essaient à me faire son taxi. Merci. D'accord. C'est ce que je voulais passer. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est des gens qui aiment souvent voir avant d'accepter. Merci beaucoup. Dans le commentaire. Pour ceux qui demandent dans les commentaires là que il a dit quoi. Il y a des gens qui sont vraiment distraits parce qu'ils sont en même temps de lire les commentaires, en même temps de rire, en même temps d'essayer d'écouter. Le message qui a passé est très important. Il y a des villages où tu arrives là-bas, on te dit carrément que ici là, quand quelqu'un meurt, on ne part pas à la chasse. Quand quelqu'un meurt, on n'entre pas dans la forêt. Donc on va te dire, surtout beaucoup plus à l'ouest, on va vous dire, quand il y a deux, on ne part pas au champ. Oui, ça sont les lois de la terre là-bas. Donc quand vous partez là-bas, pendant qu'il y a deux, vous risquez de voir des choses. Et peut-être même pas, et parfois même être affecté par ces choses-là. C'est pourquoi on vous dit, ne partez pas quand il y a deux. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Peut-être que sa manière de raconter n'était pas aussi captivante que ce qu'on a l'habitude de vivre ici là, mais bon, tu es trop fort. Non, merci beaucoup. Merci pour ceux qui envoient les cadeaux, ceux qui partagent. On a 45 partages, on a 48 000 likes. Merci beaucoup. Tapotez l'écran s'il vous plaît. Donc c'est ça. Et l'autre histoire, c'est déjà, imagine tu pars dans la forêt, après tu essaies de tuer peut-être un gibier, et le gibier a peut changer de forme. C'est beaucoup plus, comme il a dit que du sud, moi ça me rappelle aussi beaucoup d'histoires au sud, comme ça là, c'est vrai. Il y a des histoires comme ça là, plein de fois à la radio, même on a écouté, surtout ceux qui ont l'habitude d'écouter
la radio. À l'époque là, on était beaucoup plus scotché à la radio. On fait comprendre genre, il y a un monsieur qui a tiré sur un gibier en forêt, mais quand il se rapproche du gibier, il peut croire que c'est une dame, mais c'est un monsieur. Ça se passe dans les forêts beaucoup plus au sud, que j'entends des histoires comme ça là-bas. Je sais pas pour les autres, peut-être à l'est, à l'ouest, je sais pas. Mais au sud, je peux quand même confirmer parce que là-bas j'ai écouté beaucoup de choses comme ça. Mais comme j'ai pas toute l'histoire, je peux pas raconter. Je ne connais pas toute l'histoire, je connais ma partie où on raconte les deux, voilà. Mais le volume est un peu bas là maintenant. D'accord, là ça va? Oui, ça va très bien. Oui, je dis que je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée à moi quand j'étais plus jeune. En fait, c'est l'histoire d'un squelette, en fait d'un dauphin, qui demandait sa jambe. Donc, quand on était plus jeune, vraiment plus jeune, on avait dans notre pays, à Luanda, il y avait un cimetière qui était là. Le cimetière qui était là, mais c'était abandonné. Avec la croissance de la population, les gens qui étaient la cité ont commencé un peu à construire un peu à gauche à droite, jusqu'à ce que la population est venue envahir les cimetières. L'État ne faisait rien par rapport à ça, mais les cimetières étaient toujours abandonnés. Et c'était maintenant utilisé pour les lieux pour les gens pour venir faire du sport. Vous savez, nous les jeunes, quand on fait l'UCEP, quand on fait le BPC et tout, il y a les épreuves sportives, les PES. Et souvent, pendant la période scolaire, il y a ici et là-bas qu'on partait souvent pour faire des entraînements, des règles, tout ça. Maintenant, nous, moi et mes potes, on avait l'habitude de partir là-bas les week-ends pour aller faire des acrobaties. Je sais pas si tu connais les acrobaties. Voilà. Donc, et ce fameux jour, quand on y allait faire les acrobaties, je pense qu'on était à 4. C'était un trou. Et nous, on était à l'extérieur. On faisait genre les figures acrobatiques pour atterrir dans le trou. Et puis on ressortait. Et puis on faisait ça encore et encore et encore. Et quand c'était à mon tour, on avait fait ça pendant toute la journée. Je commençais à aller vers, je pense, 17 ou 18 heures par là. Quand ça a été à mon tour, je suis allé, au lieu d'atterrir sur mes jambes, j'ai mal calculé mon tir, j'ai atterri sur ma poitrine. Et j'étais maintenant là, dans le trou, en train de suffoquer. Je n'arrivais pas à respirer, c'est comme si je m'étais vraiment fait du mal. Maintenant, j'ai un pote qui était là, qui a eu le bon réflexe. Je le remercie jusqu'à aujourd'hui parce que je considère qu'il m'avait sauvé la vie. Il est rentré dans le trou, les mêmes choses qu'on voit à la télé, il est venu me faire les massages cardiaques. C'est ça qui m'a permis d'espacer un peu et puis de respirer. Et quand j'ai respiré par réflexe, je suis sorti du trou pour aller m'allonger dehors, à l'extérieur. Et lui, il ne pouvait plus sortir du trou. Maintenant, les deux autres qui étaient là, ils étaient venus se tourner tout autour de moi pour voir si j'allais bien et tout. Mais il y a l'autre qui était venu me secourir, lui était resté dans le trou. Quand on a fini de vérifier si j'allais bien, Dieu merci, j'allais bien. Maintenant, on demandait à l'autre de sortir. Il disait qu'il ne pouvait pas sortir. Ah, on dit, comment ça tu ne peux pas sortir? On a insisté, il dit, il ne peut pas sortir, quelque chose te bloque le pied. Quand on s'approche du trou, on essaie de regarder de plus bas, on voit rien. On voit juste que non, il est debout sur les sables. Mais comment ça quelque chose te bloque les pieds? Donc, du coup, on a essayé de l'apporter de l'aide. On a essayé de l'attraper la main, pour le faire sortir du trou et tout. À un moment donné, on a tellement forcé, il a commencé à crier qu'on lui faisait mal, Les enfants, quand on était à l'époque, on était traumatisés, on commençait à pleurer. On n'avait pas d'autre choix que d'aller appeler les parents pour demander de l'aide. Quand on va appeler les parents, deux d'entre nous sont partis appeler les parents, moi et un autre, et l'autre était resté avec lui. Quand les parents arrivent, les parents essaient de vraiment tout faire pour faire sortir le petit là du trou. On n'y arrive pas. Donc, quand la nuit commençait à tomber, la population, les gens du quartier se sont un peu attroupés tout autour des cimetières là. Se sont un peu attroupés pour essayer de trouver une solution. Et il y a même les gens qui venaient pour prier, il y a les prêtres qui venaient pour verser de l'eau bénite et tout. Le petit ne pouvait pas bouger. Et à un moment donné, il a commencé à dire qu'il entendait une voix. Et la voix lui donnait les instructions. Mais apparemment, il était le seul à entendre la voix et nous, on n'entendait pas la voix. Bon, quand j'étais derrière les parents, j'étais traumatisé, je pleurais et tout. Et il disait qu'il y a une voix qui est dans le trou
Le trou, là, normalement, on avait des terrains cadavres qui étaient là, il paraît, je ne sais pas. Il y a une voix qui est en train de lui dire qu'on doit lui ramener sa jambe. Il mentionnait le prénom d'un monsieur Patrick. Que Patrick a pris ma jambe, Patrick doit ramener ma jambe. Et le petit, vu que le petit était la seule personne à entendre ce que la voix lui disait, il nous disait que non, il est en train de me dire que Patrick a pris sa jambe, doit ramener sa jambe. Alors qu'on connaît Patrick, c'est un petit du quartier, bon, c'était comme un grand frère vu que moi j'étais plus jeune que lui. C'était un grand frère du quartier qui faisait un peu le show. Et la voix était en train de dire que non, Patrick devait lui ramener sa jambe. Les gens du quartier, les parents qui étaient déjà énervés, effrayés et tout, ils ont parti là où se trouvait Patrick dans sa maison. Quand ils sont arrivés, ils sont tombés sur la maman de Patrick et sa soeur, mais Patrick était absent. Il était en voyage, il avait quitté l'Angola, il était parti faire un voyage, je pense, en RDC. Donc, ils sont revenus, ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé Patrick. Le petit dit que la voix lui dit que Patrick a pris sa jambe, a mis sa jambe sous son lit, dans son sac, emballé dans un sachet. Précision par précision. La population affolée se sont levés, ils sont partis dans la maison de Patrick, dans ses appartements privés. Ils sont allés sous le lit, ils ont retrouvé le pied du squelette, genre le squelette, le niveau de la jambe, sous le lit de Patrick. Ils ont commencé c'était vraiment un affolement, je ne peux pas t'expliquer. Ceux qui étaient les plus courageux, ils ont porté la jambe là, je pense que c'était les parents du petit. Ils ont transporté cette partie du squelette là. Ils ont ramené ça dans le trou et ils ont jeté ça dans le trou. Quand ils jettent ça dans le trou, c'est à ce moment exact que la jambe du petit a été libérée et il a pu sortir du trou. Et quand on a essayé de chercher Patrick jusqu'aujourd'hui, Patrick est nulle part. Il a disparu. Je ne sais pas si ses familles l'avaient averti et de ne plus revenir, ou juste peut-être quelque chose lui avait arrivé, on ne sait pas. Mais en gros, c'était un peu ça. Mais après, vous avez continué à faire les acrobaties dans le trou là. Moi, j'avais plus continué. Non, on avait vraiment arrêté. C'est parce que ça avait attroupé toute la population et les gens étaient quand même assez informés de ce qui s'était passé. Et il y a même les gens qui partaient pour faire leurs répétitions de l'épaisse, leurs entraînements là-bas, ils ont arrêté. C'était complètement fermé. Je pense que le chef du quartier avait interdit toute activité là-bas. Et moi, vu que j'avais mal atterri, j'ai failli mourir. J'ai suffoqué en fait. J'ai arrêté cette pratique-là. Mais donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, plus tard, on a appris que Patrick, il voulait utiliser cette jambe-là, ce squelette-là, pour aller se faire de l'argent. Bon, ça, ce sont juste des théories. Donc, le cas comme là, si c'est toi, tu allais continuer l'IMG. Il y a des gens, des gens qui font des trucs, ils meurent. Donc, ils voient des gens mourir sur place et continuer. C'est pour ça que je pose la question. Si c'est un endroit où on joue tout de temps, et quelqu'un meurt, on va pas tout le jour. Là, on continue à jouer. Ça dépend seulement. Ça dépend. Mais la majorité si lui, il a continué ou s'il a arrêté. Là, c'est un signe. Donc, c'est un peu cela. J'ai effleuré la mort, mon ami, c'est... Voilà quoi, c'est vraiment cela. Je sais que la majorité des pays d'Afrique ont des cimetières abandonnés comme ça en pleine ville. Et je pense que vraiment, on doit faire très attention vis-à-vis de cela. Donc, merci, je te laisse. Merci beaucoup, une voix. Mais c'est Alejandro, n'est-ce pas? Justement. Parce que les fils, là, en tout cas, allez, va gérer les commentaires, va gérer les questions qu'on te pose dans les commentaires, pardon. Ici, là, ce n'est pas le bachelor. C'est pas l'émission du bachelor ici, attendez, hein, c'est le bachelor. C'est pas on m'a signalé mon ancien compte, donc j'ai utilisé celui-ci. Oh, abonnez-vous à une voix, c'est quelqu'un qui a l'habitude de monter dans nos lives là. Abonnez-vous à une voix, en tout cas, c'est même seulement un rappel. Je sais que toutes les filles qui sont là sont déjà abonnées. Fiona en premier. En premier. Mon tonton Martin a dit c'est là que le français, il n'est pas français. Lui, il n'est pas français. Moi, je pense que je ne suis pas français. Donc, ça sort comme ça sort. Sinon, donnez la force à ceux qui montent, s'il vous plaît. Abonnez-vous à Alejandro, une voix. J'adore. Bonsoir. Je m'appelle Jessica. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez? Bonsoir, Jessica. Oui, très bien, Jessica.
Alors, vous avez vu, cette histoire se passe en Martinique, d'accord? Alors, il y a une fête il y a quelques années, et cette fête-là se faisait au pied d'un morne. Un morne, c'est une petite montagne, d'accord? Au pied d'un morne. Et la fête battait son plein. Il y avait pas mal de personnes, et tout le monde était content. Il y avait une ambiance très chaleureuse. Et d'un coup, eh bien, nous avons tous vu une femme magnifique arriver. Mais elle était belle. Une femme comme il y en a très peu. En fait, on a... J'aime pas dire ce nom-là, mais ici, on dit des mulâtresses. Des espèces de métisses, là, avec de super longs cheveux, etc. Enfin, ici, je dis en Martinique, on dit ça, voilà, des mulâtresses. Eh bien, elle s'est mise à danser avec plusieurs personnes, avec des hommes, bien sûr, parce que tout le monde la regardait. Et elle s'est mise à danser. Et à un moment précis où elle dansait avec un homme, elle a lâché ses longs cheveux et ses cheveux sont arrivés à ses pieds. À ce moment, tout le monde a vu des pattes. Je sais pas si c'était de cabri ou de bœuf. Et tout le monde a eu peur. Vous imaginez la stupeur, vous imaginez l'étonnement de tous. Tout le monde a pris peur. Alors quand on a vu cette femme, on a été surpris. Quand on a vu les pieds de cette femme, les pattes plutôt de cette femme, on a été surpris. Et tout le monde a reculé. L'homme qui dansait avec elle, en fait, est resté bouche bée. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas, il ne faisait aucun mouvement. Et cette femme, quand on l'a vue, on l'avait remarqué, elle s'est mise à courir sur la montagne, sur le petit morne. Et elle a crié, mais d'une voix bizarre. En créole, ça dit moins couillon les autres, moins couillon les autres. Mais la voix était spéciale, ça veut dire je vous ai trompé, je vous ai eu en fait. Mais la voix était je sais pas comment décrire ça. La voix était tellement spéciale qu'elle était effrayante, parce que c'était effrayant. On avait tous peur, bien sûr, mais sa voix, en disant ces mots, je vous ai trompé, là, c'était la cerise sur le gâteau. Hey, avant de continuer, si tu n'as pas encore liké la vidéo, like d'abord la vidéo avant de continuer. Hey, c'est comment? Comment on est nombreux comme ça et puis on like, on voit les vues, on fait 4000 vues avec seulement 500 likes. Allô, bonsoir frère. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, Dieu merci. Bon, en fait, j'ai une histoire à raconter, je ne sais pas si c'est possible. Oui, vas-y, c'est pour ça qu'on est ici, non? Voilà. Bon, c'est ma première fois d'être ici. Bon, je vous suis depuis un très bon moment. Ça fait vraiment plaisir parce que ça me permet de connaître plein de choses qui se passent physiquement, spirituellement également. Voilà, bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui m'a été racontée par une connaissance. Voilà. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Bon, moi, je suis ivoirien, précisément à Dabo, dans le village de Dabo, pour ceux qui connaissent Dabo. Voilà, c'est une histoire de deux amis. Voilà, il y a un qui s'appelait Kofi et l'autre qui s'appelait Kwame. Voilà, et leur relation amicale, je dirais, était tellement forte que il y a l'autre qui a dit à l'autre, je sais pas si vous me comprenez, il y a l'autre qui a dit à l'autre que si jamais l'un d'entre nous meurt, que l'autre revient dit à l'autre ce qu'il a vu, voilà, ce qu'il y a après la mort en fait. Voilà, et bizarrement, quelques temps après, il y a un malheur qui a frappé, il y a Kofi qui est décédé. Et quand Kofi est décédé, bon, il y a eu l'enterrement, son frère, son ami Kwame a eu mal parce que Kofi est décédé, etc. Mais bon, après, c'est passé. Et peu de temps après... J'espère que ce n'est pas les vrais noms là-bas, hein? Non, c'est pas les vrais noms, c'est pas les vrais noms. Voilà, c'est pas les vrais noms. Donc, je disais, un jour, pendant que Kwame était au champ en train de travailler,
Il avait carrément oublié, puisque ça faisait un bon moment que son ami est décédé. Il avait carrément oublié. Donc, il était tranquillement au champ en train de travailler et Kofi a apparu. Voilà, son ami décédé a apparu. Donc, il a vu, là, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il a voulu fuir, en fait. Donc, son ami décédé l'a rassuré en lui disant, non, t'inquiète pas, c'est moi ton ami. Tu m'as dit, si jamais une personne entre nous deux mourrait, voilà, que l'autre vient lui dire ce qu'il a vu là-bas, etc. Donc, il a dit, c'est pour ça qu'il était là, en fait. Donc, il a rassuré que, voilà, il ne devrait pas avoir peur. Donc, ils ont continué à se fréquenter, mais sans que, voilà, le village ne sache, quoi. C'est resté un secret, en fait, entre les deux. Voilà. Donc, son ami décédé en question lui a dit, bon, je vais te montrer un secret. Voilà, je vais te montrer un secret qui va te permettre de voir tous ceux qui sont morts, en fait. Voilà, mais le secret, tu ne dois pas dévoiler le secret à quelqu'un. Ça doit rester uniquement entre tous deux. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci, je ne vais pas te décevoir. Voilà, il a eu confiance en son ami, il lui a montré le secret. Il lui a montré une feuille qu'il devait, voilà, il devait mettre dans ta bouche. À chaque fois qu'il aura, comment on appelle ça, un décès. Tu es seulement à l'école primaire, tu es seulement à la maternelle ou bien à l'école primaire? Comment? C'est quoi avec les enfants, beaucoup de lettres, voilà. C'est là que c'est le jardin d'été. Ah non, en fait, présentement, je suis devant le portail et puis il y a des enfants, voilà, juste à côté, raison pour laquelle quoi. Il est quelle heure là-bas, chauffeur? Bon, en ce moment, il est 20h. En ce moment, il est 20h. Voilà, donc je disais comme ça que, bon, le décédé, Kofi, voilà, il a dit à son ami, voilà, de ne pas révéler le secret, en fait. Voilà, de ne pas révéler le secret. Donc, il a dit d'accord, pas de souci. Donc, il lui a montré le secret qui était de mettre une feuille dans la bouche à chaque fois qu'il aura un décès dans le village, à chaque fois qu'il aura un funérail. Il aura la possibilité de voir tous les morts. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des funérailles, il y a des morts qui viennent assister également. Donc, il lui a montré le secret. Et malheur, il y a eu un jour, il y a eu un décès dans le village. Donc, il lui a dit, bon, à chaque fois qu'il aura un décès, tout ce que tu feras, en tout cas, si tu les reconnais, il ne faut pas que tu pleures, en fait. Il faut que ça soit, voilà, tu te comportes comme si tu ne les ai pas vus, en fait. Voilà, il ne doit pas, voilà. Donc, il a testé ça une fois. Il y a eu un décès dans le village, il a testé ça une fois. Mais malheureusement, il a reconnu quelqu'un. C'était son père. Donc, il a vu son père, il a commencé à pleurer. Son père a su automatiquement que, voilà, son fils l'avait vu. Et puis bon, il est décédé sur le champ, quoi. Donc voilà un peu, bon, c'est vrai, c'est pas assez effrayant, mais bon, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous, quoi. Donc c'est un peu ça. Comme quoi les trucs c'était pas comme un pacte que les gars ont signé. Les trucs de voilà, celui qui m'attend, l'autre va venir faire ça, c'est un peu comme les pactes. Il faut se méfier de ce qu'on dit à nos amis, à nos copines, à nos copains. Des trucs comme ça là, c'est pas bon. Voilà, si c'est jusqu'à la mort, c'est jusqu'à machin, celui qui va revenir par l'autre. Tu commences à voir comment vous me dites ça. Voilà, donc c'est un peu ce que j'avais Merci beaucoup, frère. Okay. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y a la question qu'on me pose souvent, pourquoi la parole est souvent comme ça? On dit souvent la parole. Faut se méfier de la parole là, mais la parole là, c'est ça chose. Ça seulement donc pour choisir des mauvais trucs. Hein. Quand tu dis par exemple, je veux mourir, on te dit non, mais fais-toi ce que tu dis là, tu peux te prendre maintenant là. Par contre, quand tu dis que je vais être milliardaire, rien ne se passe. Rien ne se passe, ça veut dire que tu tournes là comme le beignet, rien. Si tu peux te dire que je vais mourir demain, je dois dire vrai, pas des trucs que. Mais la parole là, c'est comment? Ça choisit les ouais négatifs ou quoi? On ne peut pas choisir un bon truc là que demain je serai président de la République, mon ami. Demain je suis président de la République, dis ça comme ça fort, 5 fois dans la prison. Rien. Tu vas tourner comme le beignet, gars. Déjà arrêté. La parole. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vais raconter une autre histoire qui a toujours un rapport avec le cimetière. En fait, si je peux te raconter des histoires pareilles, c'est parce que j'ai grandi non loin de là où il y avait un cimetière et on a eu à vivre beaucoup d'histoires qui se passaient par là. Alors, cette fois-ci, c'est une dame, comme une sœur dans le quartier, qui travaillait dans un snack
Et les gens lui demandaient toujours, quand tu rentres la nuit, je parle du même cimetière de la dernière fois, ne passe pas par là-bas. Et elle aimait passer par là-bas. Le chef du quartier où on habitait est décédé, on l'a enterré. C'était les périodes de décembre. Elle dit que chaque fois qu'elle passait par là-bas, elle entend les bruits des assiettes au cimetière. Les gens lui disent ne passe pas par là-bas. Elle a continué de passer par là-bas. Une nuit, pendant qu'elle passait, elle a vu les lumières comme s'il y a la fête au cimetière. Elle entend les bruits des assiettes et des marmites comme si les gens mangent. Elle a entendu la voix du chef qui est décédé, qu'on avait enterré, qui l'invitait. Je ne donne pas son nom, je donne un autre prénom. Jean Blanche, viens manger. Elle a démarré en courant. C'est maintenant qu'elle court. Alors, on lui avait dit ne passe pas par là-bas. Elle n'avait pas peur. Elle a couru. Elle arrive au quartier. Quand il y a la première maison, elle dit le chef m'a appelé manger au cimetière. Le chef m'a appelé manger au cimetière. On lui a dit on t'avait dit. L'histoire de passer au cimetière la nuit là. On vous a toujours dit ce n'est pas bien. Tu as vu ce que tu cherchais là-bas. Elle a abandonné son travail au snack. Elle n'allait plus travailler la nuit. Donc voilà mon histoire. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parole de Dieu, pour l'histoire. On passe vraiment dans la liste des gens qui ont donné des cadeaux. Mais je vois quand même les cadeaux qu'elle envoie. C'est terrible, hein. J'espère que ce n'est pas des cadeaux mystiques, hein. Bonsoir. 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 Du coup, je vais essayer de rendre mon histoire la plus courte possible. C'est une histoire qui m'était narrée par ma mère. C'est celle de sa cousine. Du coup, elle vivait encore à Douala avec ma mère, je crois, c'était dans les années 2000, un truc comme ça. Et après, elle a voulu aller à Douala pour se chercher en quelque sorte. Du coup, arrivée à Douala, alors elle est arrivée dans le quartier, ça s'appelle du côté de village, je crois que c'est donc pas si un truc comme ça. Arrivée dans là-bas, elle trouve une chambre salon moderne, tout ça. Mais cette maison appartenait à un vieux et une vieille, genre. C'était un couple de 2 personnes âgées qui avaient eu un fils. Le fils est mort, je crois, il avait 23 ans ou un truc comme ça. Du coup, ma tante, du coup, elle aménage dans la maison, tout ça, ça se passe bien. Du coup, les 2 premières nuits où elle dort, elle a la visite d'une souris dans sa chambre. Genre, la souris est en train de l'arranger le pied, genre le gros orteil, tu vois. La souris est en train d'arranger le gros orteil. Du coup, elle se lève en se sautant que, ouais, c'est quoi ça? Elle se voit qu'elle a été blessée. Elle dit ok, sûrement, j'ai dormi, j'ai marché un truc avant de me coucher ou je sais pas. Elle laisse, elle prend à la légère, dit oui, c'est pas grave. Du coup, basta. Une autre fois encore, un autre jour encore, elle dort. Et elle se réveille, se rencontre, il y a une souris qui dort à côté d'elle. Genre, il y a une souris qui est venue dormir juste à côté d'elle. Elle se lève, elle se saute, elle dit, mais elle pousse la souris part. Elle dit, mais ok, qu'est-ce qui se passe là? Ça commence à être bizarre. Du coup, elle part donc voir un guérisseur, un marabout. Et le marabout lui dit que non, il y a sûrement un homme qui vient te rendre visite toutes les nuits. Ça doit être ton bailleur, les trucs comme ça. Du coup, le mec lui demande d'aller cueillir les arbres de paix, du sel, de l'huile rouge et un œuf blanc. Je sais pas l'œuf de quoi c'était. Du coup, la femme, elle arrive. Après, elle appelle ma mère, elle explique à ma mère que ouais, c'est comme ça, je suis là comme ça, il y a des souris qui viennent me rendre visite et tout ça. Et je suis allée voir un marabout, il m'a conseillé ça et ça et ça. Comme ma mère, elle est croyante, elle dit non, les trucs comme ça, moi, j'aime pas. Du coup, pour te protéger, moi, je te conseille de prendre de l'eau, de bénir cette eau avec du sel et de le verser dans ta chambre. Ma tante te dit, ok, je vais d'abord faire ce que tu as dit et là, on va voir après. Du coup, elle a donc pris de l'eau, elle a prié sur l'eau et du sel, elle a versé un peu de partout dans la maison. 1 semaine, 2 semaines, ça va, plus de visites, rien du tout. Tout va bien, elle a complètement oublié, du coup, elle a arrêté de faire ce que ma mère l'avait demandé de faire. Et après, quelques temps après qu'elle a arrêté, un autre jour, la souris revient encore. Mais cette fois-ci, j'espère que je vais pas blesser ou bien dire un truc déplacé. Cette fois-ci, la souris était entre ses jambes. Genre, la souris était en train de ranger son slip. Elle se saute, elle dit, mais attends, c'est quoi ça? D'un côté, elle aimait bien, mais je vais pas dire des trucs bizarres, mais elle aimait bien. Elle aimait bien. Vu que dans sa tête à elle, c'était qu'elle faisait un rêve qu'elle était en train de faire genre l'amour avec son mec, tu vois. Mais dans la réalité, c'était une souris qui était en train de l'arranger le slip quoi entre ses jambes. Elle se lève et crie. Ne rigole pas, tu vas me faire rigoler s'il te plaît. Parce que je vais mourir de rire, je te jure. Du coup, elle se lève mais elle dit attends, mais c'est quoi ça?
Elle retire son slip. Le slip a complètement été rongé au niveau de son machin. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire par là. Il était complètement rongé. Du coup, elle appelle ma mère cette même nuit. Elle dit que ouais, ça ne va pas. J'ai vu ce qui s'est passé comme ça. J'ai eu un rêve, je faisais l'amour avec un homme, tout ça. Mais je me lève que c'était une souris. Le matin, donc, elle se lève, elle se met à crier dans le quartier que oui, je sais pas qui vient me rendre visite dans la nuit, mais bon, arrêtez ça, blablabla, je ne veux plus. La prochaine fois, je vais vous mettre le remède de souris quand dans nos souris là. Je vais vous tuer, je vais vous attraper, arrêtez de me rendre visite, tout ça. Et après, pas voir le bailleur. Genre, mamie souris, papa souris. C'est comme ça qu'on les appelle au quartier. Mais pardon, voir le bailleur, il explique que oui, c'est comme ça, il y a des souris qui entrent dans la maison. Je sais pas par où les souris entrent. J'ai beau arranger la maison, fouiller, mais il n'y a pas de trou. Il n'y a rien du tout. Je n'ai absolument rien vu. Elle rentre, le bailleur lui dit qu'il n'y a pas de solution, on va trouver une solution par rapport à ça. La maman, la femme du bailleur dit oui, t'inquiète, on va t'aider, on va voir ce qu'on peut faire. Ma tante rentre dans la maison. Elle reste et dit ok, maintenant je vais faire comment? Elle réfléchit et dit ok, je vais continuer à verser de l'eau, ou bien c'est que je vais vraiment les attraper parce que là c'est grave. Ceux qui parviennent à faire un truc pareil, là c'est grave. Le soir, donc, elle essaie de piéger la souris, genre avec les trucs elle met le poisson fumé avec le remède contre les souris, elle mélange, elle met ça un peu dans les coins de la maison, tout ça. Elle dort. Et après, la souris revient encore. Mais cette fois-ci, ce qui était bizarre, c'est que la souris est venue, il s'est couché au niveau, tu vois la fente qui est au niveau des seins là, il s'est couché entre ses seins, genre calmement. Maintenant, dès qu'elle ouvre les yeux, elle voit genre... Je ne vois pas. Quand tu me dis, je ne vois pas. Genre juste sur la fente des seins. Ah ouais, t'es terrible, je te jure. Au niveau de la fente de ses seins. Et dès qu'elle ouvre les yeux, elle pousse la souris, elle crie encore non Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle se rend compte que quand la souris est partie, la souris a laissé genre un paquet de billets attaché avec un fil rouge. Genre sur elle. La souris lui a laissé de l'argent. Elle se lève mais elle dit attends, c'est quoi ça? Elle ne veut pas toucher l'argent, du coup elle balance l'argent avec, comme l'argent était sur la couverture quand elle s'est levée, elle balance ce truc d'argent au sol, elle ne veut pas toucher. Elle appelle encore ma mère dit qu'elle a, je sais même pas ce que je vais te dire. Parce que je sais plus trop, ça commence à être mystique et ça me dépasse. Essaie d'aller voir un prêtre qu'on vient prier chez toi et tout ça. Elle part donc voir un prêtre pour quand un prêtre vient prier chez elle. Arrivé, la bailleresse et le bailleur dit que non, elle n'accepte pas ça dans les maisons. Que non, soit elle change de maison, soit non. Elle ne veut pas les trucs comme ça, les prier dans sa maison, ça ne les plaît pas du tout. Maintenant, dit ok, il n'y a pas de souci. Elle quitte alors, elle part faire 2 jours à Yaoundé chez ma mère, elle reste là-bas pour voir comment elle va faire. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il faut pour déménager et trouver notre maison, ça va la prendre énormément de temps. Elle dit ok, elle va donc trouver une solution. En attendant, elle va revenir du côté de Yaoundé. Elle quitte chez ma mère, retourne à Douala, chez elle. Arrivée donc chez elle, maintenant, la nuit qui arrive, ce n'est plus une souris, mais c'est 2 souris qui viennent la rendre visite. Mais cette fois-ci, elle ne dormait pas, tu vois. L'argent que la première souris l'avait laissé, c'était toujours au sol parce qu'elle n'a même pas touché. Elle se rend compte qu'il y a une autre souris qui est venue et cette souris veut prendre cet argent. Et maintenant, l'autre souris est encore en train d'empêcher la souris, en train de vouloir prendre. En fait, c'était déjà une bagarre de souris contre l'argent qui était au sol. Elle voit 2 souris qui sont en train de bagarrer pour de l'argent. Elle commence à crier, les voisins qui étaient à côté de elle se disent que c'est quoi, ils disent que venez regarder ce que moi je suis en train de voir aussi. Dès que les voisins arrivent, ils voient comment les souris sont en train de se chamailler pour le billet d'argent. Et après, pap, ils entrent dans un trou. Le trou, ma tante n'avait jamais vu ce trou de toute sa vie. Elle ne savait même pas qu'il y avait un trou juste au chevet de son lit. Elle ne savait pas du tout. Les gens commencent à crier que oh, sorcellerie, machin, tout ça. Ma tante dit ok, non, là maintenant c'est fort. Elle part encore revoir le marabout. Le marabout dit que oui, mais je t'avais demandé de faire ça et ça et ça, mais tu ne l'as pas fait. Elle dit que non, maintenant là, je veux un truc genre Terminator. Je veux un truc qui va directement les tuer cette fois-ci. Genre, c'est la mort en fait. Elle ne veut même plus genre, elle va les capturer. Elle veut juste les tuer. Le marabout la donne maintenant une petite cage. Il dit que ok, pas. Tu mets l'huile rouge, le miel et quelques petits trucs de bunga, de poisson fumé et tu déposes ça là. Et avant de dormir, tu fais ta prière, tu accroches les arbres de paix sur la porte centrale, sur la porte de ta chambre. Et il lui a donné une poudre, genre un truc blanc, qu'elle a mis tout autour de son lit. Ma tante s'est donc couchée. Maintenant, aux environs de 3 heures, un truc comme ça, elle se réveille par le bruit des souris qui fait gna 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 gna, c'est pas trop quoi, genre le bruit des souris quoi. Elle ouvre les yeux, elle descend, elle voit qu'il y a une souris qui était attrapée dans la cage. Et une autre souris qui était à côté de la cage, qui était en train de crier, qui fait le bruit des souris en fait. Elle crie donc que le tout s'est juste attrapé.
L'autre souris se met à fuir. Elle reste, elle dit que le tout, si je t'attrape, on va voir ce qui se passe. Ça n'a même pas fait genre 2 heures de temps. Il y a quelqu'un qui est venu frapper sur sa porte. Parce que la première porte qu'ils avaient, c'était en tôle. Genre, la barrière, elle était en tôle. Il y avait une première barrière. Maintenant, il y avait chaque porte pour chaque locataire. Du coup, quand on frappe à la porte, parce que la clé de la barrière, en fait, le bailleur n'avait pas la clé de la grande barrière. Il avait juste la clé de la maison de ma tante. Du coup, elle entend quelqu'un frappe à la porte de tôle. Il frappe, ouvrez. Personne ne sort. Donc, il est 4, 5 heures du matin, tu viens toquer chez quelqu'un. Je peux pas sortir, en fait. Personne ne sort. Ma tante n'allume pas la lumière. Personne n'allume. On attend, il frappe. Et maintenant, il y a les voisines qui commencent à communiquer par groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp de la cité dit que vous entendez ce que j'entends, il y a quelqu'un qui frappe dehors. On dit oui, mais ça peut être un voleur ou un truc comme ça. Une autre colocataire dit que non, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide, tout ça. On dit que ok, tu peux pas t'ouvrir. Hein. Tu n'as qu'à aller ouvrir seul. Tu pars seul, on n'est pas avec toi. Du coup, les RE finissent, ils disent ok, on reste calme, on va voir ce qui va se passer. Et après, ils entendent un bruit énorme qui fait PAM! Après, ils n'entendent plus rien. Après, il y a un calme de cimetière, rien du tout. Dès que maintenant, on va dire quelques minutes, plutôt bien quelques heures plus tard, les trucs de 6h, 6h30, le premier locataire se lève parce que c'était un quelqu'un qui conduit la moto, c'est quoi là? Un Ben Skinner. Ben Skinner, ouais, je crois. Du coup, il se lève donc pour aller se préparer parce qu'il doit aller au travail. Il ouvre la porte, il voit il y a un monsieur qui est couché sur la porte de ma tante. Il guette, il rentre encore, il ferme sa porte. Il dit que non, je viens de voir un truc noir couché au sol là-bas. Je sais pas si c'est quelqu'un, mais puisque les toilettes c'était par là, pour aller au toilette, il faut passer devant la porte de ma tante. Il dit que j'ai vu un truc là-bas dehors que je n'ai pas envie d'aller seule encore regarder. Sa femme peureuse comme lui, elle dit que ok, moi pareil, je vais pas le regarder. Allons regarder dans l'ensemble. Ils arrivent et guettent pas la fenêtre, ne voient pas bien. Pour voir, il faut absolument ouvrir la porte et sortir. Ils ouvrent encore la porte et voient, genre le monsieur était habillé en noir, complètement en noir, couché au sol. Ils voient, ils disent ok. Ils écrivent encore sur le groupe WhatsApp en disant à ma tante que oui, il y a rien devant ta porte. Ma tante dit ok, vous voulez que je fasse quoi en fait? Vous voulez que je sorte ou bien c'est parce qu'on n'a qu'à attendre que le jour se lève, genre 7h, 8h, où tout le locataire est debout, là on va voir ce qui se passe. Et reste donc. Tout le monde est à la maison, personne ne ouvre sa porte pour sortir pour voir qui est couché devant la porte de ma tante. On reste genre 7h du matin. C'est là que ma tante ouvre la porte. Mais avant d'ouvrir la porte, elle a pris la poudre que le marabout l'avait donnée. Elle a mis autour d'elle. Du coup, elle a ouvert la porte et elle est restée dans son siècle qu'elle a fait avec la poudre. On se rend compte que c'est c'est le bailleur qui est là. Qui dit que rends-moi ma femme. Il était genre épuisé. La fille dit que je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Je n'ai pas pris ta femme. J'étais couchée toute la nuit chez moi, je sais pas. Il dit que non, tu l'as arrêté, rends ma femme. Maintenant, il dit que ok. Si ta femme, c'est la souris que j'ai arrêtée ce soir, c'est que je sais pas, je ne vais pas te la rendre parce que je vais parler plusieurs fois. Ma tante, comment elle dit, c'est que c'est passé qu'une fois, elle est venue dans ma chambre, dans mon caleçon, machin. Le mec dit que non, c'était pas elle, ce n'était pas elle qui a fait ça. Du coup, ma tante dit que non, je ne comprends rien en fait, ça ne me regarde pas. Là, comme elle est là, elle va rester où elle est là en fait. Il ne peut pas t'aider. Le bailleur se lève, il s'en va. Il revient encore aux environs de midi. Il dit à ma tante que rends-moi ma femme. Ma tante dit que ce qu'elle a dans 50 ans, je ne te donne pas. En tout cas, je déménage même aujourd'hui. Je reprends tous mes affaires parce que je remonte à Yaoundé et je pars avec la souris. Le monsieur revient et dit que ok, tu veux donc quoi? Qu'est-ce que tu veux que tu donnes pour que tu libères ma femme, tout ça? Ma tante dit que je ne veux rien qui vient de toi. Je ne prends même rien, je ne prends aucun meuble, je vous laisse tout, je prends juste mes valises et je pars. C'est comme ça que ma tante a pris les valises, prend la petite cage, oui, avec la souris, elle est partie avec. Et 2 jours après, on l'a appelée pour dire que la bailleresse, elle était morte. Et c'est comme ça. Genre, c'était terrible. Et ouais, c'est tout ce qui s'est passé. L'histoire était vraiment intéressante. Hein. Merci beaucoup, Phoenix. C'est pourquoi on vous demande souvent de prier dans vos maisons là, quand vous entrez. Même pendant que vous êtes dans la maison, là, vous ne savez pas c'est qui était là-bas, vous ne savez pas ce qui se passe la nuit. Priez toujours avant de dormir. Surtout quand on passe chez vous. D'accord. Je vais venir raconter l'histoire d'une jeune sœur. Elle était en classe de première. Donc, c'est comme ça, pendant le sport au fait à l'école, elle a senti une douleur au niveau du genou. Voilà. Et
de plus en plus, la douleur, ça sentit au fait. C'est comme ça que ses parents l'ont amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, après plusieurs radios, ils n'ont rien vu. Maintenant, ils ont dit, bon, puisqu'à l'hôpital, on ne voit rien, on va essayer d'aller chez les Noirs. Ils sont allés chez les Noirs. Arrivés chez les Noirs, on lui disait, c'est un serpent mystique au fait que tu as au pied. Attends. Aller à l'hôpital, ça ne donne pas l'hôpital, il n'y a pas le noir là-bas. Quand tu dis chez les noirs, chez les marabouts ou bien chez les... Donc, arrivé là, on lui fait comprendre que c'est un serpent mystique au fait qu'on l'avait lancé. Chez les noirs, c'est les marabouts ou bien chez les quoi? Je ne comprends pas. Bon oui, c'est les marabouts. Au fait, chez nous, on utilise ce terme généralement pour appeler les marabouts. Hein. Donc, désolé si vous n'avez pas compris. Okay. Voilà. Okay. Donc, arrivé là-bas, on lui fait comprendre que c'était un serpent mystique qu'on l'avait lancé au pied. Et il fallait soigner à tout prix. Ils ont dépensé de l'argent, fatigués. Mais la douleur se calmait et ça revenait, ça se calmait et ça revenait. Et de plus en plus, l'enfant ne partait même plus à l'école. Donc, ses parents, obligés de voir la souffrance qu'elle endurait, ils sont repartis à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, maintenant, les médecins disent que voilà, il faut qu'on soigne, on doit l'opérer pour enlever... parce que après la radio, on a constaté que les os se dégradaient. Donc, elle avait maintenant un truc d'os, au fait, qui se dégradait et qui s'explique souvent par un manque de calcium et autres. Mais elle n'avait pas un manque de calcium en elle, mais eux, ils ne comprenaient pas comment est-ce que l'os se dégrade au fur et à mesure, la cuisse là. Donc, ça grimpait, l'os de la cuisse grimpait de jour en jour et ça se dégradait. Et ils ont dit, on devait opérer. C'est comme ça qu'on a fait la première opération. Tout s'est bien passé. Elle était sous traitement, mais elle marchait avec des béquilles, quoi. À un moment donné, ça se calmait, la douleur se calmait. C'est encore revenu. Vu que chez les Noirs, ils n'avaient pas trouvé une bonne solution, ils sont encore repartis à l'hôpital. La première opération aussi. Après peut-être 4 mois, la douleur est revenue. Ils sont encore repartis à l'hôpital, expliquer aux médecins que voilà, après l'opération, la douleur continue toujours à s'aggraver. C'est comme ça que le docteur a dit donc il faut donc encore intervenir une deuxième fois, sûrement que la première opération ne s'est pas bien passée. Donc ils ont effectué la deuxième opération sur l'enfant. Malgré ça, il y avait toujours les os. En fait, tu pouvais attraper même ces os. Ça, c'est mieté, quoi. Les os, vraiment, les os, c'est mieté. L'os du pied, puisqu'on voyait même l'os déjà. Ça n'allait pas toujours. Vraiment, c'était effrayant. Comme ça qu'on a dit non, il faut une évacuation sanitaire dans ce cas. Ils ont maintenant trouvé un nom disant qu'elle avait déjà le cancer et autres cancers des os, un truc comme ça. Il faut l'évacuer. Et la petite, chaque fois qu'elle allait quelque part, même si elle va au marché sur ses béquilles, il y a toujours une personne qui l'interpellait, genre, ma fille, il faut vraiment beaucoup prier parce qu'on t'a jeté l'esprit de paralysie au corps. Donc, si tu ne pries pas beaucoup, tu vas finir ta vie paralysée. Pas une personne, pas 2 personnes, pas 3 personnes. Les gens lui disaient toujours ça constamment, genre, qu'elle marche, prie beaucoup, tu as cet esprit-là en toi qu'on t'a jeté. Donc, elle a fait 3 années à la maison, elle a même abandonné l'école, donc tu imagines la douleur était tellement grave. Mais elle restait toujours, elle avait toujours une petite voix qui disait dans le cœur que Dieu peut faire quelque chose. Il y a quelque chose qui peut aller. Prie juste, crois en Dieu que voilà, s'il a guéri des gens, il peut aussi le faire pour toi. Donc elle priait, elle restait tout dans la prière. Et de temps à autre, il y avait aussi des frères qui venaient toujours l'assister dans la prière. Mais il fallait urgemment une évacuation sanitaire. Donc on l'a évacuée au Cameroun là-bas. Elle est venue, elle est allée au Cameroun. Arrivée au Cameroun, le médecin qu'on a envoyé, lui, c'était d'abord pour une chimiothérapie. Arrivé, c'est plus la chimiothérapie, voilà, on lui dit on va t'amputer carrément la jambe. Elle a craqué, elle dit non, je ne peux pas accepter que vous m'amputez la jambe parce que je suis pas venue ici pour que on m'ampute la jambe. Si c'est ça vraiment, je préfère mourir. Elle a laissé le médecin avec sa mère dans la salle. Elle a craqué, elle a pleuré. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le taxi. Mais en chemin, certes, elle a dit au docteur en face que je n'accepte pas que vous m'amputez le pied. Mais dans le cœur, en fait, elle était perdue. Mais elle disait toujours, Seigneur, je sais que tu peux faire. Je sais que tu feras quelque chose pour moi. Elle pleurait. Et elle a dit à ses parents que moi, je refuse qu'on m'ampute le pied. Je refuse sincèrement. Je ne veux pas qu'on m'ampute le pied.
sa mère et ses parents dépassés. Ils disent que, mais tu veux donc qu'on fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle a dit non, on ne m'ampute pas le pied. Je préfère continuer mon traitement et mes prières tranquillement. C'est comme ça qu'ils ont fait, je pense, 3 mois au Cameroun, hein, d'observation. Elle continuait, elle était toujours dans ses prières, elle était toujours là. Maintenant qu'ils vont pour faire le contrôle, puisqu'il y avait un contrôle qui était prévu, s'il fallait accepter l'opération, arrivé, les docteurs, bizarrement, ils constatent que l'os qui se dégradait, il n'y avait plus rien, en fait. L'os qu'on voyait que c'était mangé, il n'y avait plus rien. Subitement, mais la douleur restait encore. On lui a juste donné des antibiotiques, des calmants, et c'est comme ça qu'elle a retrouvé la guérison. Mais elle marchait encore avec les béquilles. Mais au fil du temps, elle a abandonné les béquilles. Donc, mon histoire, en fait, c'est pour interpeller les gens, pour dire que dans la vie, parfois, la foi en Dieu est très importante. On peut être face à certaines situations. Oui, la foi, en tout cas, la foi. Oui, papa. Voilà. Effectivement, la foi est très importante parce que tu peux être face à certaines situations, mauvaises situations. Il faut refuser, il faut avoir l'attitude de refuser cela dans nos vies pour que ça n'impacte pas. On n'accepte pas n'importe quoi, on n'accepte pas n'importe qui. Au fait, même si c'est une maladie, face à une maladie, tu es capable, au fait, parce que Dieu nous a donné la foi, au fait, de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu peux être capable de dire non. C'est pas forcément si elle a trouvé sa guérison chez un marabout ou bien chez un docteur. Chacun de nous a une histoire et voilà. C'est pas parce que ma soeur a trouvé sa guérison chez un marabout ou bien chez un pasteur que moi, forcément, aujourd'hui, si je suis malade, je vais trouver ma guérison là-bas. Par la foi que tu as en toi, tu peux également trouver ta guérison sans faire recours à quelqu'un, quoi. Donc, c'était un peu ça ma petite histoire. Plus sur ta bénédiction, maman. Tu as parlé comme... Voilà, merci beaucoup pour l'histoire.